Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis Washington. Nous abordons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. Le Royaume du Maroc célèbre les 50 ans de la Marche verte, comment le plan d'autonomie marocain est devenu la référence exclusive pour clore le dossier du Sahara. Trump réaffirme la position américaine sur le Sahara. Il y a un demi-siècle, 350 000 Marocains inscrivent leur nom dans l'histoire par une marche pacifique d'une ampleur inédite. La Marche verte ne fut pas seulement une entreprise visant à recouvrer le Sahara, mais un acte fondateur affirmant la volonté d'un peuple de reprendre en main son destin, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Feu Hassan II. Unis sous les valeurs de foi, de courage et de fierté nationale, les Marocains ont donné au monde une leçon d'unité et de détermination. 50 ans plus tard, alors que le Royaume célèbre cet anniversaire symbolique, il commémore un parcours exemplaire d'unité, de souveraineté et de persévérance qui continue de façonner son avenir dans un contexte d'appui international grandissant. En 2007, le Maroc a proposé une initiative historique, un plan d'autonomie pour le Sahara sous sa souveraineté. Accueillie d'abord avec réserve, cette initiative s'est imposée sur la scène internationale grâce à une diplomatie active, un développement constant et un discours de paix relayé de Washington à Paris, des capitales africaines aux Nations Unies. Aujourd'hui, ce plan est unanimement reconnu comme la solution la plus sérieuse, crédible et réaliste, ayant permis des avancées tangibles sur le terrain. Les États-Unis, alliés stratégiques et piliers de la stabilité régionale, ont joué un rôle déterminant dans cette dynamique. En 2020, le président Donald Trump a officiellement reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, une décision confirmée et consolidée par les administrations qui lui ont succédé. De l'ère Clinton à celle de Trump 1 et 2, le partenariat américano-marocain n'a cessé de se renforcer, s'appuyant sur le respect mutuel, la sécurité partagée et une communauté de valeurs. The U.S.-Morocco partnership continues to strengthen, grounded in mutual respect, security, and shared values. Welcome all. Bonjour à toutes et à tous, je suis George Landrit et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 analystes éminents. Peter Roth, rédacteur et chroniqueur au magazine Newsweek, collabore également à la rubrique Opinions de US News et World Report. Observateur aguerri de la scène politique washingtonienne, il apporte un regard affûté sur les dynamiques de pouvoir aux États-Unis. Nous accueillons également Ryan Ekstrom, ancien conseiller du député Joe Wilson, dont les travaux ont porté sur les stratégies et politiques de défense dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Il a en outre enseigné la cybersécurité en qualité de professeur adjoint à l'American University et présidé le conseil judiciaire de l'Université de Caroline du Sud. Enfin, Zeynep Achaboun, journaliste indépendante spécialisée dans les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a signé plusieurs articles, dont le Daily Caller et le Washington Examiner. Elle occupe aujourd'hui le poste de directrice de la communication au sein de Muslim American Alliance. Comme à l'accoutumée, nous aurons parmi nous également Chris Lapetina, notre chroniqueur et directeur de Focus Consulting, stratège politique qui travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Je vous souhaite la bienvenue et avant d'entamer notre discussion, nous nous tournons vers notre correspondante Chourouk Diab pour un premier reportage concernant la Marche verte. À vous, Chourouk. Bonjour Georges et bienvenue à nos chers téléspectateurs. Il y a quelques jours, le Maroc célébrait le 50e anniversaire de la Marche verte, cet événement fondateur qui en novembre 1975 inscrivit l'une des plus glorieuses pages de son histoire contemporaine. Ce fut le jour où plus de 350 000 Marocains et Marocaines répondirent à l'appel historique de feu Sa Majesté le roi Hassan II, marchant pacifiquement vers le Sahara pour affirmer dans la foi et l'unité l'attachement indéfectible de la nation à son intégrité territoriale. Cette épopée pacifique, accomplie sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, illustre la profondeur de la conviction nationale et la force du lien entre le trône et le peuple. Elle symbolisait la paix
la détermination et le consensus, tandis que les fils et filles du royaume, du nord au sud et des montagnes à l'océan, brandissaient le Saint-Coran et le drapeau marocain, adressant au monde un message limpide: le Sahara est marocain et le demeurera à jamais. Depuis ce jour mémorable, un vaste chantier de développement a transformé les provinces du Sud. Routes, ports et aéroports ont vu le jour, écoles, hôpitaux et infrastructures modernes se sont multipliées et des cités telles que Laayoune, Dakhla et Smara se sont imposées comme pôles urbains dynamiques et prospères. Cette transformation traduit la vision stratégique et éclairée d'un royaume résolu à faire du Sahara marocain un modèle de développement durable et intégré. Sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'esprit de la marche verte s'est vu renouvelé et renforcé par des initiatives ambitieuses, notamment le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé en 2015 et la proposition d'autonomie présentée en 2007, reconnue aujourd'hui par la communauté internationale comme la solution politique la plus sérieuse, crédible et réaliste. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara s'est d'ailleurs amplifiée, marquée par la décision historique des États-Unis en 2020 et par l'ouverture de nombreux consulats à Laayoune et à Dakhla, symbole tangible d'un appui international grandissant à l'intégrité territoriale du royaume. Près d'un demi-siècle après la Marche verte, le peuple marocain demeure fidèle à son serment d'unité et de loyauté envers son souverain, avançant avec confiance et détermination sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sur la voie du progrès, du développement et de la prospérité, fidèle à une vérité immuable: le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc. Thank you, Shourouk. Merci Shourouk. On commence par notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, un demi-siècle après la Marche verte, comment Sa Majesté le roi Mohammed VI a-t-il su inscrire l'esprit de cette épopée historique dans une vision nationale pérenne fondée sur l'unité, le développement et la continuité de l'œuvre nationale? Bon, Georges, c'est un véritable plaisir d'être parmi vous pour cet épisode exceptionnel consacré à la commémoration d'un anniversaire hautement symbolique. Une fois encore, nous avons le privilège d'accueillir à Washington des invités de tout premier plan pour débattre de sujets d'une grande portée. En tant qu'Américain, je ne peux m'empêcher de repenser au mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, tant il présente des résonances avec la Marche verte au Maroc. Il s'agissait là aussi de la marche d'un peuple aspirant à la dignité et à la reconnaissance de ses droits légitimes. Une marche pacifique dont la portée humaniste a marqué la conscience universelle. Notre discussion d'aujourd'hui portera donc sur ce symbolisme commun, celui des luttes des peuples pour la justice et la dignité, et sur la manière dont cette marche emblématique a inspiré au fil des générations aussi bien au Maroc qu'au-delà de ses frontières. Merci Chris. Nous nous tournons maintenant vers Peter. Quel rôle la foi et le patriotisme ont-ils joué pour motiver plus de 350 000 Marocains à entreprendre cette marche pacifique et désarmée vers leur terre natale? C'est une excellente question, Georges, et la réponse en vérité est universelle. Une marche peut être motivée par un objectif précis ou par l'opposition à un objectif. De même, un vote peut être pour quelque chose ou contre quelque chose. Il est relativement facile de manipuler les masses en jouant sur la colère, comme cela a été le cas dans les universités américaines lors des manifestations contre Israël et ses exactions à Gaza, ou encore lors des protestations contre l'administration Trump, qui a été vivement critiquée pour ses décisions. Toutefois, il est bien plus difficile de transformer cette colère en action positive. Cependant, lorsqu'une marche est organisée sous la bannière de la foi et qu'elle incarne un désir pacifique d'atteindre des objectifs légitimes, elle prend une toute autre dimension. Chris a d'ailleurs évoqué le parcours de Martin Luther King en soulignant l'influence de la lutte pacifique menée par le Mahatma Gandhi pour libérer l'Inde de l'occupation britannique. Gandhi, loin de prôner la violence, a mis l'accent sur la dignité et les droits des Indiens,
affirmant qu'une civilisation britannique serait véritablement bénéfique si elle existait. Lorsque l'on parle de marche verte, il s'agit d'une manifestation de l'unité marocaine, mais aussi d'une expression profonde de l'identité du royaume. Cette marche s'est transformée en une énergie positive qui continue de perdurer. Et aujourd'hui, je crois que le peuple marocain, qu'il s'agisse de son système politique, de son économie, de ses relations avec ses voisins, ou même de la question du Sahara, adopte le principe selon lequel la paix est essentielle à la prospérité. C'est une décision sage que l'on doit en partie à l'importance de la foi dans la mobilisation de cette vaste foule lors de la marche verte. C'est très intéressant. Zainab, je suis ravi de t'avoir parmi nous car tu représentes la jeune génération. Bien que tu n'aies pas vécu la marche verte, tu la célèbres avec la même fierté et le même enthousiasme que l'ensemble des Marocains. Comment parviens-tu à préserver ce sentiment, même en étant loin de ton pays d'origine? Je vous remercie infiniment. Pour de nombreux Marocains, la marche verte n'était pas simplement un événement inscrit dans les manuels d'histoire, mais un véritable héritage familial. Je me souviens de l'émotion que suscitait l'appel de Sa Majesté le Roi lorsqu'il s'adressa à la nation à travers les écrans de télévision, incitant le peuple marocain à participer à cette marche pacifique. Le peuple marocain, pleinement conscient de l'importance de cet appel, y a répondu immédiatement, s'engageant dans cette marche dès le lendemain, animé par un profond patriotisme et par le désir de récupérer une partie précieuse du sol marocain. Cet engagement, cet esprit de solidarité, se retrouve dans tous les foyers marocains. Par exemple, mon oncle a pris part à la marche verte et si vous interrogez n'importe quel Marocain aujourd'hui, vous découvrirez que l'un des membres de sa famille a également participé à cet événement. Je me souviens de ses récits d'enfance où il parlait des semaines qu'il avait passées dans la marche et je pouvais lire dans ses yeux la fierté et la dignité et de l'honneur d'avoir contribué à la reconquête de notre terre. Nous ne devons jamais oublier l'esprit visionnaire qui a orchestré cette épopée, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu bénisse son âme. Ce fut sous sa direction éclairée que le peuple marocain, uni dans un élan commun, a été appelé à cette marche pour la restitution du Sahara marocain. La marche verte symbolise l'unité de tout le peuple derrière la noble cause de la récupération de ce qui appartient légitimement à la patrie. Parfait. Peter, lorsque le regretté roi Hassan II a initié la marche pacifique vers le Sahara, il adressait un message clair de respect et de bon voisinage à l'Espagne. Comment évaluez-vous l'importance de cette décision et le message qu'elle portait à cette époque? Écoutez, il est essentiel de rappeler qu'il y a 50 ans, l'Espagne était sous la direction du général Franco, un dictateur fasciste qui gouverna pendant 3 décennies après la guerre civile espagnole jusqu'à ce qu'il vieillisse, tombe malade et approche de la fin de sa vie. À ce moment-là, il prépare la transition vers un nouveau leadership facilitant l'ascension du prince Juan Carlos afin de restaurer la monarchie. Toutefois, personne ne savait encore quel type de leadership il exercerait une fois au pouvoir. Simultanément, les relations hispano-marocaines de l'époque doivent être mises en perspective avec l'expérience française en Algérie où les Algériens revendiquaient leur indépendance et luttaient pour l'obtenir par la résistance armée. En 1958, Charles de Gaulle affirmait que l'Algérie était peuplée de citoyens français, mais avec le déclenchement de la guerre d'indépendance, il comprit rapidement que la solution ne résidait pas dans la prolongation du conflit. Il est d'ailleurs probable qu'il existait des Algériens de nationalité française qui s'opposaient à l'abandon de l'Algérie par de Gaulle et qui rejettent encore aujourd'hui sa vision de l'Algérie. Quant à la marche verte, elle représentait une initiative stratégique visant à éviter un affrontement direct avec le régime de Franco, tout en cherchant à éviter de raviver des tensions avec l'Espagne. Elle visait également à souligner l'importance d'entretenir des relations de bon voisinage avec les alliés européens du Maroc. Le royaume ne souhaitait pas transformer l'Espagne en ennemi. Chris, nous savons tous que Muammar Kadhafi a joué un rôle déterminant dans le déclenchement du conflit du Sahara. L'Algérie, par la suite, s'est engagée activement en soutenant et en armant le Front Polisario.
Cependant, le Maroc a choisi de demeurer fidèle à une approche pacifique. Si le royaume n'avait pas fait preuve de sagesse et de retenue dans sa gestion de cette crise, à quoi ressemblerait aujourd'hui la situation dans cette région à seulement quelques kilomètres de l'Europe? Peter a évoqué Franco, mais il est important de souligner que Kadhafi en réalité représentait un danger bien plus grand. En vérité, Kadhafi ne se contentait pas de soutenir la violence, il encourageait le terrorisme. L'histoire nous rappelle une fois de plus l'importance cruciale de la relation entre les États-Unis et le Maroc. Le royaume incarne la paix dans une région où celle-ci est souvent menacée. Il incarne la justice dans un environnement où celle-ci fait défaut. Par son alliance avec les États-Unis, le Maroc contribue activement à préserver la démocratie et la paix dans le monde, apportant son soutien sous diverses formes, notamment après les événements tragiques du 11 septembre. Ainsi, ce retour sur l'histoire nous rappelle avec force la profondeur et l'importance de la relation entre nos deux nations, une relation qui perdure et demeure essentielle jusqu'à aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Cette relation remonte en effet à 1777, ce qui en fait une alliance de longue date. Avant de poursuivre notre échange, je vous propose de visionner le reportage suivant. L'idée de la marche verte a émergé en 1975 en tant qu'initiative pacifique et novatrice portée par Sa Majesté le roi Feu Hassan II, qui souhaitait engager le royaume sur la voie de la paix et du bon voisinage avec l'Espagne, avec lequel le Maroc partage des liens géographiques et politiques. Cette initiative marqua un tournant décisif, jetant les bases d'une bataille qui a duré un demi-siècle et qui perdure aujourd'hui sous l'héritage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Si le chemin du succès n'était pas évident au départ, il repose et repose encore aujourd'hui sur le maintien et la consolidation de ce succès, ainsi que sur la mobilisation du soutien international et sa légitimation face à toutes les conspirations et manipulations. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un programme de développement humain a été lancé dans toutes les régions du royaume, du nord jusqu'au désert. Ces projets ont été suivis par d'autres plans de développement économique centrés sur l'amélioration du niveau de vie de la population et de la préparation de l'individu marocain aux défis du XXIe siècle avec ses conflits et crises économiques. Le royaume a géré la question du Sahara selon les orientations royales dans une coordination marquée par la sobriété, la sagesse et le calme, veillant à ce que cette question soit intimement liée aux autres enjeux vitaux du pays. Ces actions ont été menées de manière complémentaire, fondée sur la paix, le respect du bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires des autres États. Dans cette dynamique, la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine a été formulée afin que le monde, et en particulier les Nations Unies, puissent observer qu'une gestion créative, réfléchie et planifiée des conflits est essentielle pour le Maroc. Sous la conduite de Sa Majesté le roi, il ne s'agit pas seulement de revendiquer une victoire sur le Sahara, mais d'œuvrer pour une solution pacifique et juste qui satisferait toutes les parties sans vainqueur ni vaincu. La reconnaissance par la communauté internationale de la souveraineté du Maroc sur le Sahara comme fondement d'une solution durable confirme la crédibilité de la vision royale. La communauté internationale a ainsi compris que la main tendue du Maroc et son engagement en faveur de la paix représentent la seule voie viable pour résoudre ce conflit. Zainab, abordons maintenant la proposition d'autonomie marocaine. Comment la diplomatie marocaine a-t-elle réussi à renforcer, au fil du temps, la crédibilité internationale de cette initiative? Yeah, so that's really a good question. So we know that for many decades, the diplomacy of Morocco has evolved. C'est une excellente question. Il est indéniable que la diplomatie marocaine a connu un grand succès et s'est solidement affirmée au cours des dernières décennies. Lorsqu'il est devenu évident que l'option d'organiser un référendum sur l'avenir du Sahara était dans une impasse, sans aucun résultat tangible, et qu'elle risquait dans le pire des cas de déboucher sur la création d'entités étatiques illégitimes,
Une solution pragmatique a été proposée par le Maroc. Il s'agissait d'un compromis fondé sur l'octroi d'une autonomie sous souveraineté marocaine au Sahara, une initiative visant à préserver l'intégrité territoriale du royaume. Cette proposition ne se limitait pas à une simple idée abstraite. Le Maroc a agi rapidement et concrètement en investissant massivement dans les provinces du Sud, en injectant des milliards dans les infrastructures, la construction de ports et des projets d'énergie renouvelables. Le succès de cette proposition d'autonomie repose en grande partie sur la stabilité du Maroc. Ce dernier a su prouver qu'il était un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme, contrastant avec certains voisins qui, eux, alimentent le terrorisme et renforcent les milices armées. Comme je l'ai souligné dans un article publié dans Washington Examiner, le Front Polisario est soutenu par des puissances comme l'Iran et le Hezbollah, et il est impératif de mettre un terme à cette dynamique. Seul le Maroc possède la capacité d'offrir une solution concrète et durable en accordant l'autonomie au Sahara. Le Maroc est reconnu mondialement, notamment en Europe, pour son engagement dans la stabilisation de la région et sa volonté de mettre fin aux pratiques qui nuisent à la paix et à la sécurité. Ce faisant, il empêche toute forme de critique injustifiée à son égard, qu'elle provienne de diverses parties du monde ou d'Europe. By stopping this practice to get into the other places of the world and Europe as well. Une analyse très pertinente, Zainab. Peter, il y a quelques semaines, le Conseil de sécurité a adopté une résolution majeure reconnaissant le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme une base sérieuse et réaliste pour les négociations concernant la question du Sahara. Pourquoi les grandes puissances internationales, de Washington à Paris, en passant par Madrid, ont-elles commencé à considérer ce plan comme à la fois sérieux, crédible et réaliste? Well, as far as the United Nations is concerned, George, with that resolution in $2, the Moroccan ambassador to the US... En ce qui concerne les Nations Unies, George, cette décision vise à confirmer une réalité déjà établie et non à en créer une nouvelle. Je ne prête pas grande importance à ce que font les Nations Unies, car c'est une organisation qui, à mon sens, fait plus de tort que de bien. Toutefois, il est important de souligner qu'il est toujours bénéfique de trouver des alliés dans ce genre de contexte et il y a un aspect surprenant à prendre en compte. La dynamique inversée dans la question du Sahara réside dans la manière dont le président Trump a géré plusieurs crises majeures, notamment celle de Gaza, ses relations au Moyen-Orient et la destruction du programme nucléaire iranien. It threatens Morocco, it threatens Germany, it threatens the United States. It is a threat to the world. Trump a réussi à éliminer une menace existentielle dans la région. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si l'Iran devenait une puissance nucléaire, cela ne représenterait pas seulement une menace pour Israël, mais aussi pour l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Allemagne et les États-Unis, sans parler du danger global que cela constituerait. Les armes nucléaires iraniennes seraient vraisemblablement utilisées contre les gouvernements hostiles à l'Iran et contre des pratiques islamiques qu'il considère comme opposées à son idéologie. In Gaza from war to peace. No one thought that was possible. L'arme nucléaire iranienne était en effet un péril imminent que Donald Trump a su neutraliser. Sous sa présidence, Trump a également réussi à constituer une coalition internationale incluant des pays comme la Turquie, l'Égypte, le Qatar et d'autres pour superviser la transition de la guerre vers la paix à Gaza. Personne n'aurait cru cela possible, mais lorsque Trump a prouvé que cela pouvait être accompli à Gaza, il a ouvert la voie à d'autres initiatives qui étaient jadis considérées comme irréalisables. Je crois que la question du Sahara s'inscrit dans cette logique, car avec l'Iran désormais moins préoccupant, une occasion au nord s'offre à nous avant que l'Iran ne parvienne à reconstituer ses capacités nucléaires ou à renforcer son soutien au terrorisme international. Nous espérons que la prochaine administration américaine maintiendra la position ferme adoptée par Trump à l'égard de l'Iran, et il est certain que l'Afrique du Nord fait partie de la sphère d'influence de l'Iran, mais sans la capacité de Téhéran à semer l'instabilité dans la région, une opportunité de progrès se dessine. Ainsi, les acteurs internationaux envisagent désormais la proposition marocaine d'autonomie sous un angle renouvelé, ne percevant plus l'Iran comme une menace susceptible de faire échouer ce plan.
Zeynep, passons maintenant à la question suivante. Quelles difficultés, selon vous, le Maroc devra-t-il surmonter à l'avenir pour obtenir la reconnaissance internationale de sa proposition d'autonomie? C'est une excellente question. Je considère que les 11 votes en faveur de la résolution au Conseil de sécurité représentent une victoire significative pour la diplomatie marocaine. Toutefois, il convient de noter que la Russie et la Chine se sont abstenues de voter. Il est essentiel que nous comprenions les raisons de leur abstention et que nous incitions ces deux pays à soutenir activement le plan d'autonomie plutôt que de rester passifs. Pour ce faire, nous pourrions leur proposer des opportunités d'investir dans les provinces du Sud et leur rappeler que le Maroc joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme dans cette zone. De plus, nous devons les informer que le Maroc est le seul partenaire dans cette région à avoir pris l'initiative de défendre des intérêts communs avec eux. Une réflexion particulièrement perspicace. Chris, comment envisagez-vous l'avenir de ce conflit artificiel? Écoutez, Georges, je considère que le vote du Conseil de sécurité constitue un moment décisif. Non pas en raison du pouvoir d'imposition des Nations Unies, mais parce qu'il envoie un message fort au monde. Le résultat de ce vote confirme une nouvelle fois que le Maroc avait raison dès le départ et que sa position est demeurée juste et résolue tout au long de ce conflit. Aujourd'hui, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU a émis en question à propos de cette résolution, cela constitue une preuve supplémentaire pour ceux qui peinent à saisir la réalité de ce conflit artificiellement créé, ainsi que ses véritables implications sur le terrain. En conséquence, je suis convaincu que ce vote ne sera pas seulement bénéfique pour le Maroc, mais qu'il représente également un gain pour l'ensemble de la communauté internationale. Vous venez de soulever un point particulièrement pertinent, Chris, et vous avez raison. Le Maroc dispose d'une longue tradition dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'un phénomène récent, mais d'une pratique profondément ancrée depuis de nombreuses années. Nous reprendrons alors notre échange après une courte pause. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui est dédié au 50e anniversaire de la Marche verte. Il s'agit d'un moment historique, il y a 50 ans, où le Maroc a fait le choix de la paix pour mettre fin à la présence coloniale espagnole dans ses provinces du Sud, un principe qu'il continue de défendre aujourd'hui. Nous poursuivons notre discussion avec nos invités de renom. Et dans ce segment, nous avons le plaisir d'accueillir un jeune invité, Ryan Ekstrom. Ryan, en quoi la question du Sahara s'inscrit-elle dans les intérêts stratégiques plus larges des États-Unis en Afrique du Nord et dans la région du Sahel? In what ways does the Sahara issue align with broader U.S. interests in North Africa and the Sahel region? L'enjeu sécuritaire dans cette région est d'une importance capitale, car nous assistons à la convergence des efforts antiterroristes américains et à une compétition stratégique entre grandes puissances. La Chine, par l'intermédiaire de son initiative Ceinture et Route, cherche à étendre son influence en Afrique en investissant massivement dans des projets d'infrastructure, obtenant ainsi des avantages dans cette région que les États-Unis n'avaient pas su saisir, en raison d'un manque d'attention porté à ces enjeux à l'échelle mondiale. Alors que la Chine perçoit la région comme une occasion de renforcer son influence, la position des États-Unis, soutenue par leurs alliés comme le Maroc, constitue à mon sens un contrepoids essentiel aux ambitions chinoises dans cette partie du monde. Cependant, la menace terroriste dans le Sahel reste une source de préoccupation croissante. Le commandement américain pour l'Afrique a d'ores et déjà mis en garde contre l'implantation croissante de groupes terroristes en Afrique de l'Ouest, notamment sur la côte atlantique, un phénomène qui représente un danger majeur pour la sécurité des États-Unis. Ainsi, des considérations de sécurité cruciales entrent en jeu. Le président Trump porte également un intérêt particulier à la question du Sahara, dans le cadre de sa volonté de promouvoir la paix et de se forger une image de médiateur. Ce rôle de bâtisseur de paix s'est manifesté dans le dossier de Gaza, dans le conflit du Sahara, qu'il a perçu comme une occasion de renforcer cette image, en facilitant la résolution pacifique d'un conflit qui dure depuis plus de 50 ans.
Peter, les experts en sécurité soulignent que le soutien américain à la position du Maroc sur la question du Sahara est perçu comme un moyen de protéger et de promouvoir les intérêts sécuritaires des États-Unis dans la région. Il est bien connu qu'Abou Walid al-Sahraoui, un ancien leader du Front Polisario, qui a été tué plus tard par les forces françaises, était également un membre influent de Daesh. Dès lors, comment analysez-vous la relation entre ces enjeux sécuritaires et la position stratégique des États-Unis concernant la question du Sahara? Écoutez, l'extrémisme terroriste à caractère religieux constitue un défi majeur en Afrique du Nord. Un problème qui ne bénéficie malheureusement pas de l'attention qu'il mérite, contrairement à d'autres organisations comme le Hamas, le Hezbollah, Daesh ou les frères musulmans qui sont davantage scrutés en raison de leur lien avec Al-Quds. L'administration Biden a de surcroît compromis nos relations avec le Nigeria, un partenaire crucial qui nous a apporté une aide précieuse pour surveiller ces groupes terroristes, identifier les menaces et y répondre efficacement. Des pirates somaliens aux combattants de la guerre civile au Soudan, de nombreux groupes ont probablement conclu des alliances informelles avec des organisations terroristes. En conséquence, nous n'avons plus les moyens de surveiller adéquatement les événements sur le terrain, faute d'une gestion adéquate des relations avec le Nigeria par l'administration Biden. Désormais, ce sont les pays voisins qui se voient contraints de prendre le relais. Les Algériens ne peuvent être considérés comme des alliés fiables, et nous avons un besoin urgent d'un partenaire stable et digne de confiance. La Libye, quant à elle, demeure un État fragile, sous l'égide des Nations Unies, sans réelle stabilité interne. En définitive, il n'existe actuellement aucun pays de la région que l'on pourrait qualifier de véritable allié, à l'exception du Royaume du Maroc, qui demeure un acteur pacifique et un partenaire clé dans la lutte internationale contre l'extrémisme religieux. Le Maroc en a effectivement été un exemple frappant. Avant de poursuivre notre échange, nous nous tournons à présent vers notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouki. La communauté marocaine aux États-Unis a célébré le 50e anniversaire de la Marche verte, réaffirmant son profond attachement à Sa Majesté le roi Mohammed VI, tout en rendant hommage à Feu le roi Hassan II, créateur et architecte de cette marche historique. Devant la Maison-Blanche, les participants ont brandi des slogans de victoire, des portraits de Sa Majesté le roi et des drapeaux marocains, exprimant leur joie que cette commémoration coïncide avec l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797, une résolution qui a permis au monde de reconnaître la légitimité et la crédibilité de la proposition marocaine d'autonomie comme base de toute future négociation concernant ce conflit artificiel. Cet événement fut aussi l'occasion de réaffirmer les positions américaines soutenant la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Ce moment historique a permis aux Marocains d'origine américaine, de toute race et confession, d'exprimer leur fierté et leur honneur vis-à-vis de leur pays d'origine et de leur pays d'accueil. Après avoir fait la une des plus grands journaux américains saluant ses victoires sportives, le Maroc est désormais bien ancré aux États-Unis à travers les célébrations de son peuple, prouvant que l'esprit de la Marche verte réside dans les valeurs de paix, de bon voisinage et de rejet de toute violence. Aux yeux des Américains, le Maroc est perçu comme une destination magnifique, peuplée d'habitants paisibles, qui se distingue par son histoire millénaire, la sagesse de ses souverains et ses politiques éclairées. Il est également à noter que les célébrations se sont tenues à quelques pas du balcon de la résidence du président Donald Trump, qui a été salué par des messages de gratitude pour ses actions lors de ses premiers mandats présidentiels, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la réalité marocaine du Sahara. Ce geste a été perçu comme une réponse appropriée à une action de grande envergure, d'autant plus que le Royaume du Maroc fut le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Un Américain lambda se demandait sans doute pourquoi ces chants et cette joie débordante. Les Marocains de Washington lui ont expliqué qu'il s'agissait d'une victoire, celle d'un message de paix porté par un peuple pour qui la paix représente une valeur essentielle, non seulement dans son histoire, mais aussi
pour son avenir. Ainsi, les Marocains résidant aux États-Unis se sont rassemblés devant la Maison-Blanche pour manifester leur soutien à leur roi et à leur pays, célébrant l'anniversaire de la Marche verte qui coïncide avec une victoire diplomatique du Maroc au sein du Conseil de sécurité, avec une reconnaissance internationale confirmant la légitimité de toutes les revendications marocaines, la souveraineté du royaume sur l'intégralité de son territoire national. Adel Tassouri, en direct de la Maison-Blanche, Medi 1 TV, Washington. Merci Adel. Chris, pourriez-vous nous éclairer sur l'importance du rôle du Maroc du point de vue américain en tant qu'allié régional dans la lutte contre le terrorisme et dans la promotion de la stabilité économique? Bon, Ryan nous a, à mon sens, clairement exposé l'importance de l'aspect sécuritaire. Toutefois, dans quelques mois, nous consacrerons un nouvel épisode, comme chaque année, aux manœuvres d'African Lion, l'une des plus grands exercices militaires se déroulant au Maroc, auxquels les États-Unis participent activement. Le Maroc occupe une position de premier plan et je m'attends à ce que cela soit également le cas cette année. Cet événement illustre parfaitement une alliance concrète et réussie sur le terrain. Quant à l'aspect que vous avez évoqué, Georges, je voudrais souligner l'importance économique des relations entre les États-Unis et le Maroc, particulièrement dans le cadre de la sécurité nationale. Le monde est actuellement en pleine course pour les métaux rares, domaine dans lequel les États-Unis accusent un certain retard par rapport à la Chine, mais s'efforcent de le combler. Une grande partie de ces ressources se trouve en Afrique. Comme nous le rappelons régulièrement dans ce programme, l'Afrique reste une porte d'entrée cruciale pour le commerce et les investissements américains. Je suis convaincu que cela jouera un rôle décisif dans l'évolution des relations entre le Maroc et les États-Unis en offrant aux entreprises américaines l'opportunité de pénétrer le marché africain et d'y développer des partenariats, notamment dans le secteur des métaux rares grâce à la passerelle marocaine. C'est un point à la fois pertinent et fondamental car cette relation remonte à 1777. Toutefois, il ne s'agit pas simplement d'un lien historique. Comme vous l'avez mentionné, Chris, cette relation continue de revêtir une grande actualité aujourd'hui, hier, la semaine dernière et même l'année dernière. Il en ressort donc que cette relation est d'une importance capitale. Il est par conséquent logique de poursuivre dans cette direction. Cela m'amène, Ryan, à ma question suivante. De futurs changements à la tête des États-Unis pourrait-il entraîner une révision de la position de Washington concernant le Sahara marocain? Je ne le pense pas. Au contraire, étant donné la dynamique favorable à l'adoption de cette résolution, il est peu probable que les démocrates prennent en compte les désaccords de l'autre camp sur les positions de l'autre parti. C'est la résolution préparée par l'administration du président Trump pour le Conseil de sécurité en vue de résoudre la question du Sahara est adoptée. Je suis convaincu que toute future administration américaine cherchera à éviter d'être perçue comme un frein au processus de paix. Après une avancée aussi significative et sans précédent réalisée après 50 ans de discussion, il serait imprudent pour une administration future d'essayer de proposer une alternative qui risquerait de compromettre ces progrès. Vous avez soulevé un point pertinent car il existe un consensus entre les partis républicains et démocrates sur cette question avec un soutien équilibré de part et d'autre. Je pense que c'est crucial car la stabilité politique est un enjeu majeur et nous devons veiller à préserver nos relations d'amitié avec nos alliés afin qu'elles ne soient pas fragilisées par des actions politiques imprudentes à l'avenir. J'espère donc que vous avez raison. À cet égard, dans quelle mesure les programmes royaux de développement dans les provinces du Sud ont-ils renforcé le message du Maroc selon lequel le Sahara fait partie intégrante de son territoire national? Pouvez-vous explorer la relation entre les mesures politiques et les initiatives économiques stratégiques dans ce contexte? Prenons l'exemple des économistes autrichiens tels que Hayek, von Mises et d'autres qui ont acquis notre respect académique. Ici, aux États-Unis, des figures telles que Milton Friedman et même des érudits des Lumières comme Jean Locke ont écrit sur l'importance de l'économie, de la propriété, de la répartition des biens et de leurs liens avec la politique.
Les droits politiques sont précieux, mais ils n'ont de sens que s'ils servent à protéger des biens essentiels comme le disait Locke, tels que la vie, la liberté et la recherche de la propriété, cette dernière étant désignée par Thomas Jefferson comme la quête même du bonheur. Si nous parvenons à une croissance économique durable et que les citoyens peuvent accumuler des richesses dans un système juridique qui garantit leur préservation et empêche leur confiscation, alors la paix devient une réalité possible. Ainsi, le développement économique est le moteur de la stabilité politique, de la sécurité intérieure et par extension de la sécurité internationale. Comme on l'a souvent souligné, les systèmes démocratiques ne se livrent pas à la guerre. De même, les pays dotés d'une économie de marché libre comprennent que le coût de la guerre est bien supérieur à celui de l'instauration de la paix. Cette dernière offre en outre des avantages durables. C'est précisément ce que fait Sa Majesté le roi Mohammed VI, non seulement au Sahara marocain, mais à travers tout le royaume du Maroc. Oui, c'est un excellent point. J'apprécie toujours l'idée de lier les droits politiques et économiques, car ces deux dimensions se renforcent mutuellement, et il est évident que Sa Majesté le Roi en a une pleine conscience et œuvre en ce sens. En examinant ses discours et les initiatives qu'il soutient, il apparaît clairement qu'il considère l'aspect économique comme un pilier fondamental, animé par le désir de voir le peuple marocain prospérer. Nous nous tournons maintenant vers vous. Ryan, vous avez travaillé au sein du bureau du député Joe Wilson, l'une des voix les plus influentes appelant à la désignation du Front Polisario comme organisation terroriste. Selon vous, la médiation américaine récemment annoncée par Steve Witkoff entre le Maroc et l'Algérie pourrait-elle constituer une opportunité pour le Front Polisario d'éviter ces désignations? To avoid such a designation? Cela me semble incertain car je pense que la situation entourant la classification du Front Polisario en tant qu'organisation terroriste étrangère est plus solide que celle des groupes étrangers récemment classifiés, notamment en raison de leurs liens avérés avec des réseaux de trafic de drogue. La question du Polisario demeure un sujet particulièrement sensible, indépendamment des motivations que le département d'État américain pourrait avoir pour apaiser cette organisation dans le cadre de ses efforts de médiation entre l'Algérie et le Maroc. Au sein du Congrès, une dynamique significative en faveur de la désignation du Front Polisario comme organisation terroriste étrangère est en train de se développer. Vous avez raison de souligner que j'ai travaillé au bureau du représentant Joe Wilson, qui a présenté l'été dernier une résolution visant à désigner officiellement le Front Polisario comme organisation terroriste étrangère. À mon sens, les arguments en faveur de cette désignation sont tellement solides qu'il serait difficile d'imaginer que le Front Polisario soit exclu de la liste des organisations terroristes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a 8 ans, dans cette même émission, j'avais appelé à ce que le Front Polisario soit classé comme organisation terroriste, car il en est effectivement une. Je ne sais pas si nos téléspectateurs s'en souviendront, mais j'espère que les efforts déployés pour instaurer la paix avec l'Algérie ne donneront aucune légitimité au Polisario, ni dans ses positions, ni dans la manière dont il est perçu à l'échelle mondiale, car c'est lui qui incarne le rôle du méchant dans cette affaire. Pour en revenir à la question Peter, nous avons pu observer par le passé que le dialogue avec certaines organisations terroristes leur a souvent conféré une forme de légitimité, simplement en les incluant dans les négociations. Pensez-vous que la décision de Steve Witkoff de ne pas mentionner le Front Polisario dans son annonce était une manœuvre délibérée pour priver cette organisation infâme de toute légitimité? Awful organization. Écoutez, le Front Polisario doit impérativement renoncer à la violence, au terrorisme et à ses agissements destructeurs.
Il est facile de qualifier un groupe d'organisation terroriste, car de nombreux mouvements de défense des libertés ont été étiquetés ainsi simplement pour avoir attaqué certains intérêts. Cependant, chaque groupe devrait être jugé sur ses actes, ses paroles et ses objectifs. Si ses ambitions sont de renverser un régime tyrannique pour instaurer un système économique libre, respectueux des droits individuels et une démocratie véritable, il est alors difficile de le qualifier de groupe terroriste. En revanche, si ses objectifs consistent à prendre le pouvoir par la violence et à éliminer les responsables d'un pays, alors il s'agit bel et bien d'une organisation terroriste. You use terror as a legitimate means of carrying out policy. Lorsque le terrorisme est utilisé comme moyen pour atteindre des fins politiques, ce que fait précisément le Front Polisario, il devient alors évident qu'un tel groupe ne mérite pas d'être entretenu dans un dialogue constructif. Toutefois, il est possible que nous soyons contraints de négocier avec lui, car pour affronter le tigre dans sa cage et lui ôter ses crocs, il faut nécessairement une confrontation directe, une confrontation qui ne peut se faire à distance. C'est un point particulièrement pertinent et j'ai grandement apprécié votre analyse, Peter. En effet, les fondateurs des États-Unis, par exemple, ont mené une guerre pour se libérer d'un système injuste. Mais ce qui distingue leur action, c'est ce qu'ils ont accompli par la suite. Ils ont établi une société libre et ont contribué à la création et à la protection des droits inaliénables. C'est précisément pour cela qu'ils ne peuvent être considérés comme des terroristes. Écoutez, cela échappe à beaucoup de personnes, George. Nombreux sont ceux qui connaissent l'histoire des Fils de la Liberté se déguisant en Amérindiens pour jeter du thé dans le port de Boston. Ce qu'ils ignorent en revanche, c'est que John et Samuel Adams, en tant que leaders des Fils de la Liberté, avaient exigé que les expéditeurs payent le thé après son déversement. Oui, c'est un excellent exemple de respect des principes. Alors qu'ici, historiquement, la France et dans une certaine mesure l'Espagne, en raison de leur proximité géographique, ont toujours figuré parmi les nations les plus impliquées dans les affaires nord-africaines. Pensez-vous que le rôle de plus en plus important des États-Unis dans cette région constitue aujourd'hui un défi ou une source de mécontentement pour les intérêts traditionnels de ces pays? Well, it may, but it really shouldn't matter to us. I mean, I think what's happened after World War II, the United States had an opportunity to become insular. We had everything. We didn't really need the outside as much. We fought against communism, but essentially we weren't involved in every part of the world. Cela pourrait avoir un impact, mais cela ne devrait pas nous alarmer outre mesure. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont retrouvés face à un dilemme. Leur puissance était telle qu'ils ne ressentaient pas un besoin urgent de conflit. Bien que nous ayons mené une lutte intense, nous ne sommes pas impliqués dans toutes les régions du monde, au point d'en influencer les événements. Aujourd'hui, la situation est devenue extrêmement complexe. Nous évoluons dans une économie mondialisée et un monde géopolitique interconnecté, ce qui impose aux États-Unis de jouer un rôle plus actif et affirmé dans leur politique étrangère. Cette approche, plus proactive, est d'ailleurs bien accueillie par de nombreux pays. Lorsque j'échange avec des représentants de pays africains, ils me confient qu'ils s'attendaient à ce que les États-Unis les laissent en dehors de leurs préoccupations. Cependant, faute de cela, ils se sont tournés vers la Chine, la Russie et parfois la Turquie. C'est là une occasion en or pour les États-Unis de démontrer leur valeur, d'aider les nations émergentes et de contribuer à surmonter l'héritage du colonialisme, notamment celui laissé par des pays comme la France et l'Espagne dans le cadre de la construction d'un nouvel ordre mondial. C'est tout à fait logique et je partage entièrement votre point de vue. J'ai mené de nombreuses recherches sur les discours du roi qu'il prononce lors des sessions législatives et d'autres occasions et il y met systématiquement l'accent sur la prospérité économique
et l'amélioration du bien-être du peuple marocain. Il nourrit à l'égard de son peuple de véritables sentiments d'affection et cherche à améliorer sa vie tout en obtenant des résultats concrets, ce qui constitue une qualité essentielle pour tout leader. Ryan, j'aimerais vous interroger sur un autre point. Dans quelle mesure les intérêts économiques des États-Unis avec l'Algérie pourraient inciter les administrations américaines futures à fermer les yeux sur les actions du Front Polisario malgré son bilan en matière d'instabilité et d'intimidation dans la région? To overlook the actions of the Polisario Front, despite its record of instability and intimidation in the region. Bon, les intérêts économiques américains en Algérie, tant passé qu'actuels, demeurent limités. Le volume des échanges commerciaux et de l'activité économique est insuffisant pour que les États-Unis ferment les yeux sur les agissements du Front Polisario. À mon sens, le seul facteur économique pertinent dans cette situation réside dans l'intérêt croissant de l'Algérie à pallier le déficit d'approvisionnement en gaz naturel et en pétrole de l'Europe suite à l'arrêt des importations russes par les pays européens. Nous avons observé les récentes sanctions américaines contre Rosneft, le plus grand producteur de pétrole et de gaz russe, ainsi que contre Lukoil. Même la possibilité d'utiliser les exportations de carburant algériennes pour compenser la dépendance européenne au pétrole russe ne me semble pas suffisante pour justifier l'inaction face aux agissements du Front Polisario, ni pour fermer les yeux sur ses activités terroristes et sa désignation en tant qu'organisation terroriste étrangère. Well, I hope you're right, because that makes a lot of sense. We definitely need to make sure that those who promote terrorism are not all of a sudden lifted up somehow. J'espère sincèrement que vous avez raison, car cela me semble tout à fait logique. Il est impératif que ceux qui promeuvent le terrorisme ne soient en aucun cas glorifiés. Producer and team, and all Americans who hold a deep affection for Morocco. Our warmest congratulations to His Majesty. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à profiter de cette occasion pour adresser en mon nom personnel, au nom du producteur et toute l'équipe de l'émission, ainsi qu'au nom de tous les Américains qui portent un profond attachement au Maroc, nos plus chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain si amical et accueillant à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche verte. Je vous invite également à suivre nos plateformes sur les réseaux sociaux de Médina TV. Un grand merci à nos invités, Peter Roth, Zainab Achaboun, Ryan Ekstrom et à notre chroniqueur, Chris Lapetina. Je remercie également la correspondante de l'émission, Shourouk Diab, ainsi que notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouki. Enfin, un immense merci à l'équipe de production dirigée par le réalisateur, producteur et cher ami, Mohamed Saïd Al-Wafi. Je suis Georges Landritz et je vous salue du fond de mon cœur, chers téléspectateurs. À bientôt pour un prochain épisode de votre émission depuis Washington. And we will see you in our next episode of Min Washington.